Maintenant, on passe à l'action. N'est-ce pas? Maintenant que nous avons établi nos objectifs, il faut cibler les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est là aussi qu'on passe de la vision à la culture. N'est-ce pas ce qu'on écrit dans notre projet éducatif, notre vision des choses, nos visées, nos intentions, ce sont les mots qu'on se donne, c'est ce qu'on dit. La vision, c'est ce qu'on dit. La culture, c'est ce qu'on voit dans notre école. C'est ce qu'on fait, ce sont nos actions. Et le rôle du leader, c'est de s'assurer qu'il y a un écart le plus minime possible entre les actions qu'on pose et la vision qu'on se donne. N'est-ce pas? On veut que nos actions viennent souligner nos mots dans notre milieu. Écoutons Sébastien Stas, dans le prochain extrait, nous partager des pistes d'action possibles pour actualiser le plan d'action numérique à travers le projet éducatif. À tout de suite. Alors, on est vraiment dans l'action maintenant. Oui. Donc, on a défini ce qu'on voulait, on s'est défini des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait avec notre équipe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec notre équipe pour faire en sorte d'aller chercher le potentiel du numérique, au moins d'y toucher, oui, au moins de développer les compétences de nos enseignants par rapport au numérique? Vous allez voir à l'écran une liste. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. On est vraiment dans des actions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place directement dans notre milieu? Oui. J'ai essayé de regrouper ça sous 4 thèmes. Donc, OK. la mobilisation du personnel, la formation du personnel, l'implication des élèves. Oui. Hein? Souvent, on les oublie dans ces l'élève. ingrédients-là, oui. Oui. Et le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, sans faire la liste, là, encore une fois, là, je ne veux Oui. pas rentrer dans les détails. Oui. Vous pourrez vous inspirer des éléments qui sont là. Mais peut-être le premier élément, c'est vraiment l'accès au numérique. Quand on parle d'accès au numérique, là, ça peut être aussi simple là, que d'ouvrir les boîtes que vous avez reçues Ça commence dans par vos là. établissements. Il faut commencer Oui. quelque part. Et pas attendre que la formation arrive avant d'ouvrir les boîtes. Ouais. Souvent, les enseignants sont curieux de voir quels sont les achats qui ont été faits, qu'est-ce qu'on peut utiliser directement. Puis, beaucoup de gens sont autodidactes. Ouais. Ils vont dire, bon, ben je vais l'apporter avec moi, je vais l'utiliser dans ma classe, je vais voir ce que je peux faire, je vais le donner aux élèves pour qu'ils voient ce que les élèves peuvent faire avec ces éléments-là. Donc, une phase exploratoire. Donc, on n'a pas besoin de connaître spécifiquement ce que fait le numérique ou ce qu'on a acheté, l'outil qu'on a acheté. Par contre, il y a une partie d'exploration qui peut être faite. On en sait toujours suffisamment pour commencer à s'intéresser puis voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a devant nous. Tu sais. Ben oui. On en sait toujours suffisamment pour faire notre prochain pas. Oui, et comme gestionnaire, ben, c'est de faciliter l'accès. Ouais. Donc, moi, je me souviens dans mon établissement, on avait des caméras vidéo, on se disait, on va toujours bien pas mettre ça entre les mains des élèves. Mais au contraire, je veux dire, si on veut que les appareils servent, ben, C'est pour ça qu'on les achète. On les achète pour eux. Donc, ils font plus attention aussi, là, quand c'est pas leur matériel, ils vont prendre soin de ça. Donc, de faciliter cet accès-là. Donc, de rendre les chariots disponibles, de rendre le numérique disponible pour que les gens puissent se l'approprier. On parlait des appareils, des outils qui sont là. Il y a la formation. OK. La formation, j'ai bien aimé ce que Jacques disait tantôt. On différencie au niveau des élèves. On demande de différencier l'enseignement. Il faudrait différencier les formations aussi. Ouais. Et aujourd'hui, en matière de différenciation des formations, une fois qu'on a fait l'évaluation des besoins de notre milieu, donc quels sont les besoins en numérique de notre milieu, c'est sûr que ça va être différent. On a des gens qui sont très à l'aise, il y en a qui sont plus ou moins, et il y en a qui sont beaucoup à l'aise. Donc, de réunir dans une même salle ces 3 types de personnes-là, puis de donner une formation unique à tout le monde, bien, je ne suis pas sûr qu'on arrive à nos objectifs. En tout cas, dans mon milieu, ce n'était pas ça que j'observais. Donc, l'importance d'aller voir quels sont les besoins, peut-être de diviser les groupes, de faire des formations moins longues, mais plus ciblées sur les besoins de chacun de nos enseignants. Tu sais, on parlait de programmation tantôt. C'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde pour débuter. Exact. Par contre, l'utilisation d'un chariot de portable ou d'un chariot de tablette, bien, ça peut être plus accessible pour d'autres enseignants. Donc, de ne pas y aller par regroupement et non pas une solution mur à mur au niveau de la formation. Puis souvent, on recommande de partir de l'intention pédagogique, peut-être pour faire ces premiers choix-là qu'on n'est pas trop certain par où commencer. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta salle de classe? Puis quels outils peuvent venir soutenir ça? Parfois, ça nous aide à faire les choix les plus utiles pour nous. Les plus judicieux, les plus utiles pour nous. Ouais. On parlait aussi de l'implication du milieu. C'est un des éléments clés. Vous savez, l'implication du milieu, là, ça peut être aussi simple que d'élaborer une charte d'utilisation du numérique, des appareils.
Donc ça, c'est vraiment très concret. Ça veut dire qu'on se réunit et là, on va discuter numérique avec nos équipes, avec notre équipe école, mais aussi avec les élèves. Pourquoi pas de faire cette co-construction en impliquant les élèves? Ce qui est intéressant dans cette co-construction-là, c'est que les craintes des enseignants vont se manifester. Et là, c'est à nous, comme gestionnaires, d'en tenir compte, de voir comment est-ce qu'on peut faire, aussi en équipe, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour tenir compte de ces craintes-là. Parce qu'elles sont bien réelles dans la posture de l'enseignant là, qui va intégrer ces technologies en classe. Les élèves vont sûrement manifester des désirs, eux, de leur côté. Oui. N'est-ce pas? Oui, et c'était des éléments qui sont présents. Il y a des points de vue différents. Oui, quand on a introduit que chaque élève avait son propre appareil, nous autres, dans notre milieu, il y a eu des craintes au niveau des enseignants, au niveau des parents aussi, qui se disaient, bon, mais comment est-ce que ça va se gérer dans les classes? Donc, il a fallu expliquer. On parlait de communication tantôt. Donc, on s'est attardé à vraiment communiquer comment est-ce que cette utilisation-là serait faite à l'intérieur des classes. Et ça rassure beaucoup les enseignants à ce moment-là, le personnel, les parents aussi, de savoir qu'on a un plan. Absolument. On a pensé à la façon dont ça allait se dérouler. Derrière ta suggestion, je sens que puis la mobilisation, il y a toute l'idée d'avoir des conversations autour des choses qu'on veut accomplir dans notre école. Avoir les conversations avec les élèves, avec notre personnel. Puis ces tribunes-là, c'est tellement important où on peut... Tu parlais de la communication, c'est là qu'on écoute. Oui. C'est pas là qu'on dit, mais on écoute pour voir on est où, c'est quoi les besoins. Et c'est écouter pas nécessairement pour minimiser ce qui se passe ou pour répondre tout de suite, c'est de prendre le temps de dire, je vais prendre en considération les craintes que vous avez dit ou les interventions que vous avez eues, puis on va voir comment ensemble on peut s'adresser à ça, puis faire en sorte que ce soit facile, que ce soit viable, que ce soit intéressant pour les enseignants, après ça, de passer au niveau de l'intégration. Puis on passe à l'action. On passe à l'action. Mais l'idée, c'est qu'on passe à l'action. On n'écoute pas dans le but de rester où on est là. Non, exactement. Ouais, exactement. Puis, citoyenneté à l'ère du numérique, bon, on est là, on pourrait avoir des débats sur ce que c'est. Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que c'est des aptitudes? Est-ce que c'est des habiletés? On a eu des bonnes discussions sur cet élément-là. Peut-être dire que dans l'ensemble, c'est plus de développer l'ensemble de ce qu'on a besoin à l'ère du numérique pour être un citoyen à l'ère numérique. Ça peut être aussi simple que l'utilisation des mots de passe, ça peut être aussi ça peut aller aussi précisément que d'avoir des activités, par exemple, au sujet des fake news, qui sont très populaires actuellement, mais il y a un intérêt au niveau des élèves. Les élèves savent, on peut contextualiser ces apprentissages-là. Ça en est de la citoyenneté numérique. Tellement important, oui. Et aussi en fonction des éléments qui se passent dans votre milieu. Donc, c'est possible que vous ayez des défis dans votre milieu par rapport à certaines actions. Nous, il a fallu qu'on gère des éléments qui avaient lieu sur Facebook, qui n'avaient pas lieu dans notre école, qui avaient lieu après les heures de classe, mais il a fallu gérer ça aussi comme direction d'école. Ça nous suit. Voilà. C'est dans notre poche, ça nous suit. On est à l'ère de la citoyenneté numérique et il y a des éléments qui se passent à l'intérieur de notre école. Il y a des activités qui peuvent être en guise de prévention. Puis c'est certain qu'on va gérer en mode plus réaction. Ça fait partie de la tâche, mais on veut être en mode préventif le plus possible, puis éducatif même. Et impliquons les parents aussi, parce qu'eux ont besoin aussi, n'ont pas nécessairement toutes les compétences qu'il faut non plus pour gérer cette nouveauté-là. Donc, faire des conférences, on sait qu'il y a plusieurs écoles qui ont eu ces initiatives-là, donc qui ont créé des soirées pour les parents, où les parents étaient invités à parler numérique, mais aussi un peu de voir comment est-ce que ça se déroulera à l'école au niveau de l'utilisation des chats. Merci à Sébastien qui vient de nous partager plusieurs pistes d'action concrètes à poser dans notre milieu pour atteindre nos objectifs. Je vous partage quelques pistes d'action concrètes, 3 en fait, pour faciliter le passage à l'action dans votre milieu. La première idée, c'est l'idée des théories d'action. Si, alors, on le fait dans différents dossiers, dans différentes initiatives qu'on implante dans nos écoles, n'est-ce pas? Si je fais telle chose, alors il va se passer telle chose. Je vous donne un exemple. Si nous enseignons et soulignons les comportements positifs attendus dans les corridors, alors les élèves circuleront calmement et de façon sécuritaire. La puissance dans la théorie d'action, c'est que après le « si », on voit la stratégie. Après le « alors », on voit le résultat attendu. Ça développe la capacité, avec notre personnel, à se fixer des objectifs et des intentions pédagogiques. On se donne les moyens et on anticipe les résultats attendus suite à ces stratégies-là qu'on met en place dans notre école. Avec la technologie, avec le plan d'action numérique, ce qu'on pourrait voir comme théorie d'action, par exemple, au niveau de la technologie, c'est si nous intégrons efficacement la technologie dans les salles de classe, alors les élèves seront plus engagés et apprendront mieux. On reconnaît rapidement la vision du plan d'action numérique ici.
On veut des élèves engagés, autonomes, qui s'épanouissent, des citoyens à l'ère du numérique, etc., etc. Alors, en se donnant des théories d'action dans notre plan d'action numérique ou dans le projet éducatif, ça facilite le passage à l'action. Deuxième stratégie. Je vous partage la charte de l'ananas. Une fois qu'on s'est donné des actions, on peut se donner aussi des processus pour faciliter le partage de l'information pendant qu'on est en train d'actualiser notre vision, qu'on essaie de nouvelles pratiques, qu'on essaie de tester ces théories d'action-là, parce que ce sont des théories d'action. Il faut aller les valider en salle de classe. Donc, la charte de l'ananas. Pourquoi l'ananas? C'est un symbole d'accueil. Donc, vous allez voir à l'écran apparaître l'exemple d'une charte de l'ananas qui est utilisée présentement dans une école du Québec. Je suis certain que c'est utilisé dans plusieurs écoles. Ce qu'on voit à la gauche, ce sont les périodes à l'horaire. Au haut du modèle, on voit les jours de la semaine. Puis on voit période 1, vendredi, c'est Elisabeth qui enseigne en 3e année. Elle fait un quiz en utilisant Kahoot. Donc, si Elisabeth a écrit ça dans cette case-là, ça veut dire que le vendredi matin à la période 1, si moi je suis libre ou j'ai eu une libération, je peux aller dans sa salle de classe, mais j'observe ça. C'est de toute beauté. Ça permet de voir nos collègues en action. Ça permet de voir nos théories d'action en action. Et à l'extrême droite de ce visuel-là, on voit le « j'aimerais ». J'aimerais. En d'autres mots, j'aimerais voir tel collègue être en train d'essayer telle stratégie pédagogique, tel outil technologique dans sa salle de classe. Donc, je peux faire des recommandations. Comme ça interpelle les membres du personnel à peut-être inscrire quelque chose dans une des cases dans la semaine suivante. Et ça m'ouvre la porte pour aller voir mes collègues en action. Puis, dans le coin inférieur droit, on voyait le « wow ». Je peux aussi remercier publiquement des collègues que je suis allé visiter et qui m'ont aidé à voir les intentions pédagogiques derrière l'utilisation de certains outils technologiques. Et ça crée du momentum, ça crée de l'enthousiasme, ça crée une conversation pédagogique en continu avec et entre les membres du personnel. Deuxième stratégie vraiment puissante, la charte de l'ananas. J'ai même vu des écoles indiquer sur le mur, juste à côté de la charte, ils ont des morceaux de carton plastifiés, toutes les stratégies différentes qu'ils utilisent à l'intérieur de leur école, des stratégies pédagogiques. En d'autres mots, on part d'un langage commun et je peux utiliser ces stratégies-là. Elles sont déjà prêtes à être assignées dans une case dans la charte de l'ananas. C'est super puissant. Ça amène un langage commun. Il y a différentes variations, différentes façons de l'actualiser dans son milieu, mais c'est une idée. On a un processus pour se partager nos pratiques. Dernière stratégie à utiliser, c'est une fois que les gens sont en action. Là, ça interpelle le leader pédagogique en nous. Une fois que nos gens sont en action, qu'ils sont en train de tester des choses dans leur salle de classe, peut-être qu'on utilise la charte de l'ananas. Mais là, on va à la rencontre des gens, on circule dans notre école. Jacques, on avait parlé avec la posture, on va à la rencontre des autres, on marche son école. Il y a une façon de soutenir le personnel en 4 étapes pour avoir des conversations pédagogiques avec eux. Vous allez voir ces 4 étapes-là apparaître à votre écran. La première, c'est les émotions. On veut interpeller les émotions. Ensuite de ça, les progrès. Ensuite de ça, la rétroaction qu'on offre à notre membre du personnel. Et ensuite, on soutient. Concrètement, ça peut avoir l'air de quoi? Comment ça va? T'es rendu où? As-tu pensé à ça? Lâche pas, ça va bien. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Émotion, progrès, rétroaction, soutien. On circule, on se soutient. Le nous très fort. Nos objectifs, notre école, nos élèves, notre vision, on se soutient et on progresse de cette façon-là. C'est de toute beauté. Je vous partage maintenant 2 questions qui peuvent vous aider à cibler les actions qui vont vous aider à atteindre vos objectifs positivement dans votre école. Première question, quelles actions vous permettraient d'atteindre vos objectifs présentement? Deuxième question, quelles actions vous permettraient de mettre en valeur les membres de votre personnel? Je vous invite à y réfléchir et on revient dans quelques instants. Nos actions sont importantes. La seule chose qui garantit une amélioration dans nos écoles, c'est un changement et une amélioration dans nos pratiques. Et comme on disait plus tôt,
La vision, c'est les mots qu'on se donne. La culture, ce sont nos actions. Quand on amène un changement dans nos habitudes, ça devient notre culture d'école. Une organisation apprenante, ça apprend, ça passe à l'action, ça partage les pratiques, discussion pédagogique. C'est très motivant. Prochaine étape, on se donne des indicateurs parce qu'on veut célébrer nos progrès ensemble, n'est-ce pas? Prochaine capsule, on parle d'indicateurs.